Chers amis et chères amies, nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette émission de Présence protestante, une émission de Présence protestante dont le titre est « Deux vitrines du protestantisme ». Alors dans un pays aussi largement catholicisé que la Belgique, il n'est pas inintéressant de temps en temps de jeter un coup d'œil vers une autre famille qui se réclame du christianisme, la famille protestante, qui ici en Belgique est largement minoritaire. Et c'est donc vers ce protestantisme que nous nous tournons. Deux invités vont donc nous parler de ce protestantisme. Vincent Dubois, qui est le directeur de ce qu'on appelle le SPEP, donc le Service protestant d'éducation permanente, et Benjamin Wautier, qui est membre de Protestanet. Alors avec eux, nous allons en fait essayer de comprendre en quoi le protestantisme a besoin d'une vitrine, en quoi le protestantisme a besoin en quelque sorte de se mettre en scène pour exister face au catholicisme qui en Belgique est encore fort omniprésent. Alors Vincent Dubois, vous êtes le directeur donc du SPEP. Oui. Alors peut-être nous dire d'abord quelle a été la philosophie qui a fait que ce SPEP est né? Pourquoi est-il né et peut-être aussi dans quel contexte est-il né? Oui, en fait, le SPEP est une ASBL qui a été créée en 1994 dans un esprit de service à la société. Les églises protestantes et les églises de la Réforme surtout ont toujours eu comme préoccupation d'éduquer, au sens large, donc de former des adultes. Luther disait déjà, il est bien que la cité soit peuplée de gens bien éduqués, aussi pour pouvoir aussi bien diriger l'Église. Donc c'est dans ce contexte qu'on a créé une association qui a une certaine autonomie vis-à-vis de l'Église, mais qui travaille quand même en forte coopération, en synergie avec elle. Oui, et alors votre mission en tant que, je dirais, émanation de l'Église, quelle est-elle? Quels sont les objectifs en quelque sorte? Alors le nom le dit déjà, c'est un service d'éducation permanente, donc nous faisons ce qu'on peut appeler de la formation continue, de la formation pour adultes. Nous avons eu dès le début un volet conférence, donc conférence tout public, qui ont pour objectif de susciter l'esprit critique et donner des outils aux personnes pour qu'elles puissent se forger une opinion indépendante de tout dogme ou de ce qu'on dit parfois dans les médias. Donc là, ça a toujours été un des axes principaux du SPEP. Et d'autre part, puisque nous sommes aussi un service d'église, nous avons un volet formation qui vise à former les personnes qui prennent des responsabilités dans les différents corps constitués de l'Église, les consistoires, les conseils de district, les assemblées synodales, où la prise de parole doit être une qualité, puisque c'est quand même des assemblées comme des parlements. Et donc, il faut parfois une formation pour ces personnes qui ont une vie professionnelle d'autre part, qui ne colle pas forcément avec leurs responsabilités dans l'Église. Oui, est-ce qu'on peut dire que le lien avec l'Église est un lien fort, ou bien est-ce que c'est plutôt une mission que l'Église délègue à un groupe de personnes? Vous savez, dans l'Église protestante, on a quand même une certaine autonomie dans ses ministères ou ses diverses fonctions. Donc, le SPEP a une grande autonomie. D'autre part, nous avons été subventionnés par le gouvernement de la communauté française, donc il y avait une collaboration qui était nécessaire également. Mais je dirais que le SPEP et son conseil d'administration ont toute autonomie dans le choix des thématiques traitées et dans le choix
des formations qu'on propose. Mais bien évidemment, il faut qu'il y ait un dialogue et on essaie de voir aussi ce que souhaitent les paroisses. Donc ça peut aller dans les deux sens. Mais je dirais qu'en général, il y a une autonomie. Oui. Oui, alors vous l'avez dit, il y a en fait deux volets, un volet interne à l'Église et un volet externe à l'Église. Alors le volet interne à l'Église, on comprend bien que ce volet-là, il est spécifiquement protestant, mais justement, la partie éducationnelle en protestantisme, c'est quoi? Ah oui, quand je parlais des conférences, je n'ai peut-être pas précisé, ce sont des conférences tout public. Donc là, c'est une, comme vous en parliez au début, c'est une vitrine du protestantisme. Et je pense, nous faisons des sujets de société. Donc on nous dit souvent, mais oui, vous êtes une église. On parlait d'un pays culturellement catholique, donc vous ne faites pas de religieux au sens strict ou d'évangélisation. Eh bien non, les buts du SPEP, c'est de justement éveiller à l'esprit critique et, je dirais, éduquer à la citoyenneté démocratique. Et donc la griffe, je dirais la griffe protestante qui se met sur nos conférences, c'est que nous avons toujours un débat, il y a toujours une grande liberté d'expression, c'est souvent ce qui nous revient, le feedback des participants, c'est oui, vous abordez tous les sujets, même des sujets plus sensibles, comme nous avons eu l'euthanasie récemment, l'homoparentalité, et on peut toujours parler de manière sans un craint d'être jugé. Donc c'est un peu dans la dynamique ou le processus de dialogue qu'on peut peut-être sentir notre parce identité. que la spécificité protestante dans l'approche de tous les problèmes éthiques notamment, elle est quand même fondamentalement différente d'une certaine approche catholique. Oui, tout à fait. Donc il y a un libre examen qui fait notre image et notre spécificité, et c'est ressenti quand même au travers des conférences. Et alors en interne, quand vous dites on fait de la formation d'adultes, ça consiste en quoi exactement? Ah bien, écoutez, l'Église protestante est déjà assez complexe, il y a un système institutionnel, donc il y a un volet, je dirais, juridique, apprendre comment fonctionne l'Église protestante, il y a des élections dans les différents corps, il y a des règles de majorité, parfois les communautés sont un peu perdues et puis il faut consulter les statuts et on ne sait pas toujours, donc si les gens sont formés, donc ça c'est un aspect important. Je suis juriste de formation, donc là je peux apporter une contribution plus active, mais c'est aussi la gestion des conflits, car il y a aussi des conflits comme dans toute organisation humaine. Donc nous avons eu un séminaire avec un spécialiste de la médiation, prise de parole aussi, ou lecture de la Bible, puisque le sacerdoce universel fait que parfois des personnes peuvent être amenées à prêcher ou à présider les cultes. Pour les formations de prédicateurs laïcs, là souvent on laisse un peu plus la main aux théologiens, aux pasteurs qui organisent eux-mêmes. On pourrait collaborer, mais bon, ça se fait aussi au niveau des districts plus. Oui. Et alors, vous avez un volet qui dépend de la communauté française. Vous avez des rapports avec la communauté française? Il y a eu une subvention au titre de l'éducation permanente, puisque l'éducation permanente correspond à une définition juridique précise prévue par un décret de la communauté française, qui est de faire de l'éducation citoyenne. Pour adultes, donc. Pour adultes, oui, pour adultes. Et à l'origine, pour adultes non diplômés du niveau universitaire. Mais nous avons quand même une vision assez large, et je pense que dans un monde complexe tel qu'il est le nôtre, même des personnes déjà bien formées dans une spécialisation peuvent aussi apprendre par nos conférences, et les invités, qui sont souvent des experts, là nous y tenons, sont invités donc à présenter des sujets. Et alors vous avez un contexte qui sort de Belgique, vous avez des collaborations extérieures? Aussi, oui, l'Église protestante unie de Belgique est membre de la Conférence des Églises européennes, et à ce titre, je la représente au sein de la commission Église et Société, donc tout ce qui traite des problèmes de société, et je suis dans un groupe à Strasbourg de travail, au bureau de Strasbourg de la Conférence des Églises européennes, qui s'occupe d'éducation, ça vient de l'anglais education, à la citoyenneté démocratique, et nous essayons de montrer, par une brochure d'ailleurs que nous avons éditée au Conseil de l'Europe, que les églises d'Europe, donc protestantes et orthodoxes et vieilles catholiques en l'occurrence, peuvent participer à la formation, à l'éducation du citoyen. Donc on peut dire en fait que le travail du SPEP, c'est aussi de mettre l'Église en relation avec la société dans laquelle elle vit. Absolument, oui. Et donc moi, je le fais au titre de tout ce qui est formation et donc problème de société. Tout comme je suis également dans la commission Église et Société de l'Église de Belgique, qui a pour mission de conscientiser à la fois
ça peut être le conseil synodal, mais aussi les paroisses, les communautés, de différents problèmes d'actualité ou de société qui appelleraient le chrétien à manifester sa responsabilité. Oui. Alors nous allons peut-être procéder un peu de la même façon pour Protestanet. Alors Protestanet finalement est né de quelle initiative? Comment est né Protestanet? Protestanet est né déjà il y a pas mal d'années. Ça a été un peu renouvelé avec un nouveau conseil d'administration il y a 7 ou 8 ans, je ne me souviens plus exactement. Et l'idée de Protestanet, c'est vraiment d'être une vitrine du protestantisme, mais vis-à-vis du public qui n'est pas protestant. La base est vraiment basée sur ça, le fait d'avoir une possibilité de poser des questions, d'avoir des informations, de l'historique. C'est vraiment la base du site. Et donc le site, en fait, il est quoi? Il est une découverte du protestantisme au niveau historique? Il y a les deux. Il y a une grosse partie historique avec l'histoire du protestantisme en Belgique et aussi en général. Mais disons que la partie qu'on appelle un peu interactive est vraiment ce qui fait vivre le site. Le site, c'est-à-dire des news, régulièrement des nouvelles du monde protestant, mais surtout un espace où les gens peuvent poser des questions sur le fait de... c'est quoi la différence entre un protestant et un catholique? Beaucoup de questions qui sont d'ailleurs répertoriées dans la foire aux questions ou des questions qu'on revoit régulièrement. Mais aussi, il y a une équipe qui est là pour répondre aux questions des gens, qui sont des questions plus précises. Et alors, est-ce qu'on peut dire que Protestanet est un organe de l'Église ou bien est-ce qu'elle est devenue presque autonome? Enfin, elle est autonome et en même temps, elle est un organe de l'Église puisqu'elle respecte les convictions et la philosophie de l'Église en général, mais elle est, disons aussi, basée sur les deux parties de l'Église protestante qui sont les pubs et le côté évangélique. Oui, et donc en fait, elle présente, ce Protestanet en fait représente la mosaïque complète du protestantisme dans le sens où le protestantisme belge est fait quand même de deux grandes familles, une famille de type réformé, puis une famille de type évangélique, qui sont plutôt des églises de réveil. Alors, c'est un défi de mettre un point commun entre ces deux orientations qui parfois sont un peu en tension elles-mêmes, je pense. C'est justement le défi et c'est ce qu'on s'applique à chaque fois pouvoir appliquer, c'est d'avoir parfois plusieurs réponses pour vraiment expliquer qu'il y a différentes pensées, différentes tendances. Et c'est la richesse du protestantisme. C'est qu'on peut, bien sûr, avec la même vision en général, mais il y a certains accents qui sont apportés aux réponses. Et je pense que c'est ça le gros défi de toute l'équipe de rédaction, à chaque fois essayer de comprendre la question et de répondre le plus largement possible. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a vraiment une politique de débat, donc, en quelque sorte, suscitée par Protestanet? Tout à fait. Il y a même un débat entre nous dans le conseil d'administration, puisqu'on est de différentes parties du protestantisme. Mais le but final, c'est quand on répond aux questions ou quand on pose un article sur le site, c'est qu'on puisse toujours avoir cette égalité et que tous ceux qui sont protestants se retrouvent dans le site. Oui, et alors peut-être de façon un peu plus pratique, comment est géré ce site? Par une petite équipe de bénévoles, dont il y a des pasteurs, il y a des gens des médias, et voilà, on prend un peu les informations qu'il y a principalement en Belgique, mais aussi dans les autres pays francophones, on essaie de les rassembler, on y ajoute des médias comme des émissions de radio ou de télé, on essaye vraiment que les personnes qui se posent des questions sur le protestantisme aient les réponses. Beaucoup de journalistes vont sur le site, beaucoup de gens dans leur quotidien ont des questions et ça les intrigue toujours. Tiens, un protestant, c'est quoi? Je ne peux pas dire le premier rempart entre l'Église, mais en tout cas, beaucoup de gens passent par là. Puis bien sûr, on les invite à aller parler aux pasteurs ou on leur conseille peut-être des paroisses dans leur région. Mais on est une accroche en tout cas. Et beaucoup de gens en tout cas nous écrivent en disant qu'ils y trouvent les réponses à leurs questions sur le site. Et alors, point de vue je dirais, pénétration, vous avez des éléments probants sur le nombre de visites et sur la façon dont vous pénétrez vraiment? Disons qu'il y a 60 000 visites par mois, donc c'est quand même très, très fréquenté. On a des réponses, des questions chaque semaine, de tout niveau, comme je dis tout à l'heure, aussi bien des journalistes qui ont envie de savoir quel est le point de vue d'un protestant sur
sur l'avortement, sur le mariage pour tous, sur des sujets de société. Des gens qui disent, tiens, moi j'ai envie de devenir protestant, j'ai envie de savoir ce que c'est. D'autres qui demandent si le baptême des enfants ou le mariage ou le célibat des prêtres. Vraiment, il y a plein de choses vraiment intéressantes. C'est vraiment un défi quotidien de répondre aux questions des gens. Est-ce que vous croyez vraiment que ça permet de casser un peu l'image protestante, qui est quand même une image un peu austère, mais qui est aussi, je pense, moi, personnellement, en Belgique, on est quand même toujours assimilé au catholicisme, et parfois ça nous déforce très fort parce que, comme je disais tout à l'heure, dans les problèmes éthiques, on a quand même une approche qui est beaucoup plus plurielle et une approche qui est beaucoup plus en débat que du côté catholique. Tout à fait. Mais je pense que les choses changent. D'ici 10-15 ans, je pense qu'on aurait pu se poser ce genre de questions. Mais je pense que les gens sont de moins informés sur le protestantisme. Donc maintenant, c'est vraiment des questions de base. Et il n'y a plus autant de comparaisons entre un catholique et un protestant. Je pense vraiment que maintenant, c'est quoi un protestant? Ça, c'est peut-être notre défaut, si on peut dire, c'est qu'on doit essayer, nous, en tant que protestants, de montrer nos valeurs, de montrer nos différences et de montrer qu'est-ce que le protestantisme peut apporter dans la société. Oui, est-ce que les fondamentaux protestants de la Réforme, ça a encore une actualité aujourd'hui? Est-ce que vous croyez qu'on peut utilement utiliser les fondamentaux qui ont créé la Réforme, hein, la lecture personnelle, le positionnement libre exaministe par rapport au texte, etc. Est-ce qu'on peut encore utiliser ça aujourd'hui, ou bien est-ce que dans le contexte actuel, ces valeurs sont mal comprises ou n'intéressent plus? Ben, y a deux réponses à cette question. La première, c'est que oui, on peut bien sûr, et sinon on ne ferait pas tout ça. Je pense que le fondement du protestantisme peut aider dans la vie quotidienne des gens et aussi dans leur façon peut-être de construire leur vie. D'un autre côté, ce n'est pas toujours évident que les bases purement du protestantisme passent vis-à-vis du public, parce que peut-être que notre défaut en tant que protestant, c'est de ne pas toujours être au niveau du quotidien des gens. Oui, il y a des grandes réformes, mais bon, les gens, ils ont aussi des soucis quotidiens. Et nous, on essaye aussi avec Protestanat de répondre à leurs questions quotidiennes. Parfois, maintenant, on a besoin d'aide financière. Bon, on les dirige vers des centres qui sont spécialisés. Il y a l'Armée du Salut, il y a tout un panel d'œuvres qui sont tous sur le site d'ailleurs. On a regroupé tous les, pour les jeunes mamans, pour l'éducation, enfin pour les jeunes, tout est... Oui, parce que finalement, en Belgique, il y a quand même un tissu social protestant très développé, parce que pendant très très longtemps, on peut dire, et encore maintenant, mais peut-être moins, mais en tout cas pendant très longtemps, les églises protestantes se sont fort battues sur le terrain social, sur le terrain médical, etc. Tout à fait. Donc là, il y a peut-être, par votre intermédiaire, on peut peut-être aussi apporter une certaine information sur la présence protestante dans le tissu social, par exemple. Tout à fait, dans tous les domaines, dans les médias, dans le social, dans l'aide à la personne, aussi dans le concret d'un croyant, dans les études bibliques, dans plein de choses. Nous, on a voulu être, en disant que le porte-parole du protestantisme, on a voulu être, tous les sites qui correspondent au protestantisme, dans tous les domaines, sont dessus. Après, on va jusque-là. Après, chaque site doit gérer son propre contenu. Mais nous, on a essayé de rassembler. Donc, si quelqu'un cherche quelque chose sur le protestantisme, je pense que sur Protestanet, il trouvera en tout cas beaucoup de pistes pour répondre à ces questions. Oui, alors maintenant, on a un peu déblayé le terrain, c'est-à-dire qu'on s'est mis, on sait maintenant un petit peu ce que fait le SPEP, on sait un petit peu ce qu'est Protestanet. Peut-être maintenant, ce que je voudrais faire avec vous deux et partager ça avec nos téléspectateurs et téléspectatrices, c'est essayer de voir en quoi vous vous sentez responsable de l'image protestante dans ce que vous faites. Comment est-ce que vous croyez que votre spécificité protestante a une chance d'être interpellante pour, par exemple, quelqu'un qui vient à l'une de vos conférences ou quelqu'un qui assiste à l'une de vos présentations, de vos séminaires ou ce que vous mettez en place? Oui, je pense
comme je l'évoquais tout à l'heure, nous faisons des conférences suivies d'un débat, donc là, en soi, ce n'est pas extraordinaire, ça existe d'autre part. Mais ceux qui suivent régulièrement nos programmes, puisqu'il y a quand même une fidélisation au fil du temps qui s'est faite, je prévois quand même des sujets aussi plus éthiques ou religieux. Nous avons aussi un cycle, les petites conférences protestantes, qui visent à faire connaître les spécificités de la Réforme, donc l'histoire aussi, mais pas seulement. Nous avons fait un cycle sur la Bible et l'art l'année dernière, donc art contemporain, cinéma. Comment est-ce que ça peut... Oui, je crois que les protestants sont quand même aussi des chrétiens laïcs dans la société. Donc là, déjà, rien qu'en faisant cette activité, nous procurons un service d'église qui n'existe peut-être pas forcément dans d'autres églises chrétiennes, d'une part. Et d'autre part, je pense qu'il y a un apprentissage à la tolérance et au respect de l'autre. Il y a toujours oui, est-ce qu'on peut dire que finalement, une des spécificités protestantes les plus intéressantes dans notre société aujourd'hui, ce ne serait pas cette culture du débat qui, chez nous, est presque permanente, puisque, oui, comme disait Benjamin Autier, en fait, on a une famille protestante qui est très éclatée. Oui, tout à fait. Mais la culture du débat existe dans les pays protestants. Je le vois bien, nous échangeons toutes nos expériences au sein du réseau protestant européen de formation d'adultes, avec les services d'éducation des différentes églises, notamment du Nord, de Scandinavie et d'Allemagne. Il y a une culture, je crois que c'est dans nos gènes, de débattre. Et peut-être que dans notre pays, qui est la Belgique, il n'y a peut-être plus il n'y a pas une si grande culture du débat. Et parfois, les gens sont surpris, me disent « Mais vous faites cela? Oui, c'est très bien, mais pourquoi ?» À la limite, c'est pourquoi? Parce que ce n'est peut-être pas dans le courant habituel, mais nous sommes une minorité, donc peut-être que même inconsciemment, en fournissant ce service à la société, nous exprimons déjà. Oui, vous disiez que c'était déjà un défi finalement d'avoir un site Protestanet pour représenter une famille aussi éclatée. Est-ce que vous avez des retours, par exemple au niveau du courrier, de personnes qui sont interloquées par le fait de telle ou telle prise de position? Non, je ne pense pas que... Sur la base, il n'y a pas de grosse différence. C'est aussi sur la pratique, on va dire la pratique journalière, qu'on peut aussi différencier certaines choses. Je pense qu'une des réponses du protestantisme, c'est qu'on offre un choix. C'est qu'on offre un choix, la réflexion, le fait de débattre, le fait de dire, ben voilà, moi j'ai envie de vivre ma foi, je vais dire à un extrême, seul chez moi, voilà, il y a des émissions de télé, il y a des lectures, il y a des méditations. Moi, j'ai envie de vivre ça en groupe, mais je suis jeune et j'ai envie de partir, je ne sais pas, au sport d'hiver ou faire une retraite spirituelle. Voilà, le protestantisme me permet aussi, je pense, d'ouvrir. Moi, j'ai envie de parler de choses très sérieuses, avec des gens. Tout est ouvert avec le protestantisme et je pense que cette palette est un de nos atouts principaux. Oui. Est-ce que vous ne croyez pas que dans une société comme la nôtre, cet atout est bien souvent quelque chose qu'on nous reproche? Est-ce que notre voix n'est pas trop plurielle? Je crois que c'est à l'heure où quand même des extrémismes montent, à l'heure, je pense, où on est dans une phase assez émotionnelle. Je pense que les plus jeunes générations aiment maintenant ce qui procure de l'émotion, peut-être plus que d'aller raisonner, s'interroger sur certaines... sur sujets de société ou même sur les écritures. Je pense peut-être qu'on remonte un peu le courant pour le moment, mais je pense que c'est une richesse qu'il faut préserver et qu'il faut communiquer. Cette spécificité protestante de ne pas... très souvent, on nous demande « mais que pensent les protestants d'eux ?» Mais je dis « les protestants ne pensent pas cela ». Les protestants s'inspirent de la Bible pour pouvoir avancer dans leur vie et trouver leur propre opinion. Et les gens sont interloqués, mais je pense que c'est peut-être positif et qu'à terme, ça peut... Mais d'autre part, je pense qu'être protestant et aller au temple, c'est culturel. Et je pense que les personnes qui viennent à mes conférences connaissent une partie voient comment les protestants fonctionnent. Certains me demandent où se trouvent des églises. Là, je l'indique, mais pas forcément. Et il y a des gens qui se contentent d'un espace de discussion offert par une église qui est l'église protestante unie de Belgique, en l'occurrence mon service, mais qui n'iront pas plus loin.
Mais d'autre part, c'est aussi un souhait des personnes d'avoir peut-être autre chose que les cultes. Les cultes sont pour les protestants de culture que nous sommes. Alors bon, c'est vrai que c'est un défi. On aimerait aussi que les paroisses soient peuplées. Chacun doit faire un peu, offrir le service qu'il pense être bon à la société. Oui, parce que finalement, vos services ont comme justificatif ultime, me semble-t-il, d'être une vitrine vis-à-vis de gens qui ne partagent pas la foi protestante. Parce que l'interpellation dans un pays aussi catholique que la Belgique, c'est quand même d'abord une famille majoritaire qui, qu'elle le veuille ou non d'ailleurs, hein, est représentée dans les médias, est parfois surreprésentée, parce que dès qu'il y a un problème, on s'adresse au porte-parole du catholicisme qui oublie qu'il est catholique et qui parle tout le temps de christianisme alors qu'il ne défend ou qu'il ne propose que la vision catholique de la société. Peut-être que justement le défi pour vous, c'est face à cette occupation du terrain énorme de la famille catholique, c'est de faire entendre une petite voix qui est une voix différente, même si on est dans le même courant qui s'appelle le christianisme. Mais je crois que la vitrine est essentielle pour une église, déjà, une église minoritaire dans notre pays. Mais, je dirais, vitrine ou pas, ou objectif d'être vu dans les médias ou pas, le service existerait quand même, parce que c'est un service essentiellement protestant. Mais justement, nous devons, puisque ça s'adresse à tous, il faut vraiment utiliser cette opportunité, oui, pour se faire voir le plus possible. Et souvent, quand on met des affiches, un service protestant d'éducation permanente, conférence à tel endroit, je me dis, tiens, mais quand on regarde les affiches dans notre pays, je ne vois jamais Église catholique romaine organise cette conférence. Enfin, on met moins des étiquettes confessionnelles sur des affiches publiques. Et donc, petit à petit, ça peut faire son chemin. Mais je crois qu'il faut veiller et prier, mais aussi persévérer, parce que c'est à long terme qu'on y arrivera, et puis la société évolue, il y a des vagues, et bon, peut-être que dans 10 ou 15 ans, les sensibilités auront changé, et que, voilà. Oui, parce que, par exemple, au niveau du courrier, est-ce que depuis la création de Protestanet jusqu'à maintenant, il y a une évolution dans le type de questions qu'on vous pose? Oui, il y a de l'évolution. C'est vrai qu'il y a un certain temps, c'était plutôt... je suis catholique, mais je veux voir autre chose. Et je veux voir qu'est-ce que c'est exactement les protestants. Donc ça, c'était une question qui arrivait souvent. Maintenant, je pense aussi c'est les valeurs, bien sûr, les valeurs bibliques, mais on essaie toujours de mettre en avant les valeurs bibliques. Et je pense que ça, si on se base sur la Bible, on ne risque pas trop, si j'ose dire, de se tromper. Et je pense que c'est vraiment important de savoir que c'est notre référence, quoi. Oui, alors bon, on est pratiquement dans la mouvance du 500e anniversaire de la Réforme. Alors justement, en 2017, on sera dans cet anniversaire. Alors, quel est votre objectif pour cet anniversaire? Ça doit vous motiver d'une certaine façon, quand même. Mais il ne faut pas rater le coche, hein. Je crois que justement 2017 sera l'occasion on n'a pas encore prévu d'activité, mais j'en ai prévu pour 2015 déjà, parce que 2015, c'est aussi un anniversaire de Jean Hus, pré-réformateur, et je sais que la ville de Liège va organiser des conférences donc en ville, et a invité des représentants de l'église hussite en République tchèque. Et donc je me mets en phase avec ce mouvement-là. Oui, là, je pense que, parce qu'on pourra faire référence aussi à l'histoire, je pense qu'il est important de montrer que la Bible est notre source d'inspiration dans une société de plus en plus multiple et sécularisée. Mais aussi par l'histoire, l'histoire de la Réforme qui s'inscrit un peu dans la perspective, on dit souvent Réforme, Révolution française, droits de l'homme, citoyenneté, il y a des liens. Oui, il y a quand même des liens qui sont intéressants ce sera l'opportunité et qui de les mettre en avant. Je dirais, qui s'inscrivent bien dans les problématiques actuelles. Oui, tout à fait. Et vous avez des projets aussi en protestant? Disons que ce qui sera certain, c'est que tout ce qui sera fait dans le monde protestant vis-à-vis de ça sera sur Protestanet. En tout cas, on se fera le relais d'informer un maximum les personnes par rapport à tout ce qui se fera durant ces prochaines années. Eh bien, en tout cas, je vous remercie pour vos réponses et il me reste à prendre congé de vous et à vous fixer rendez-vous lors d'une de nos prochaines émissions de Présence protestante.